Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête, presque une investigation policière, mais à l'échelle géologique. L'objectif, mettre en lumière les mécanismes implacables de l'évolution pour arriver au final à cartographier avec une très grande précision notre propre arbre généalogique, c'est-à-dire la lignée humaine. C'est une plongée fascinante dans les profondeurs du temps pour comprendre exactement d'où vient toute cette formidable diversité du vivant. Au programme de notre exploration d'aujourd'hui, d'abord les archives du passé, ensuite on abordera les crises biologiques, puis les moteurs de l'évolution, pour enfin terminer sur notre arbre de famille. Commençons tout de suite avec la première partie, les archives du passé. Pour remonter le temps, il faut des preuves matérielles, logiquement. Et notre indice numéro 1 ici, c'est le fossile. Alors attention, un fossile, ce n'est pas juste un vieux caillou ramassé par terre, loin de là. Par définition, c'est vraiment un élément de roche qui a réussi l'exploit de conserver les restes, ou au moins l'empreinte ou le moulage, d'un être vivant. Il faut vraiment les voir comme de véritables archives géologiques. C'est littéralement la mémoire de la Terre encapsulée dans la pierre. C'est grâce à ça qu'on peut non seulement retrouver les espèces disparues, mais aussi déduire les climats et les paysages de ces époques ultra lointaines. C'est grâce à ça qu'on peut non seulement retrouver les espèces disparues, mais aussi déduire les climats et les paysages de ces époques ultra lointaines. Et quand on parle d'époques lointaines, les chiffres donnent un peu le vertige. La chronologie scientifique est implacable. La Terre, elle se forme il y a 4,6 milliards d'années, un chiffre colossal. Ensuite, la vie apparaît dans l'eau, sous forme de cyanobactéries, il y a 3,5 milliards d'années. Le dioxygène, lui, fait son entrée il y a 2,4 milliards d'années. Et l'homme moderne dans tout ça, eh bien, il apparaît il y a seulement 200 000 ans. Autant dire un simple battement de cils à l'échelle géologique. Ce qui amène à notre deuxième partie, les crises biologiques. Parce que oui, l'histoire de la vie, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est même plutôt chaotique par moments. L'évolution est rythmée par ce qu'on appelle des crises biologiques. En clair, c'est une disparition brutale, une extinction massive et une chute vertigineuse du nombre d'espèces. Et ça, à l'échelle de la planète entière. L'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est évidemment la disparition des dinosaures. Ça donne une bonne idée de la violence de ces événements. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la mécanique qui s'enclenche juste après. Quand un groupe d'espèces disparaît brutalement, ça laisse un immense vide. Et la nature a horreur du vide. Cette destruction massive déclenche en réalité une diversification super rapide. De nouvelles espèces émergent pour remplacer celles qui ont disparu et forment un tout nouveau groupe foisonnant. En gros, la destruction crée l'espace nécessaire pour renouveler la vie. Passons maintenant à la troisième étape, les moteurs de l'évolution. Alors, on peut se demander comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui pilote ces changements biologiques pour créer de nouvelles espèces? C'est là qu'entre en jeu le concept fondamental de l'évolution. L'évolution, c'est tout simplement les modifications des espèces au cours du temps à partir d'un ancêtre commun. Et la preuve ultime de cette parenté universelle, c'est que tous les êtres vivants, sans exception, sont constitués de cellules qui contiennent de l'ADN. L'ADN, c'est le dénominateur commun absolu. L'évolution explique comment, à partir de cette base commune, toutes les espèces ont fini par se différencier. Et le piston principal de ce grand moteur évolutif, c'est la mutation. C'est quoi au juste? Ce sont de minuscules modifications au niveau de l'ADN. Et c'est littéralement l'unique cause de la diversité génétique au sein d'une même espèce. C'est la matière première de toute nouveauté. Sans ces fameuses mutations, on serait tous les clones parfaits de nos parents. Un peu ennuyeux, non? Mais comment la nature fait-elle le tri là-dedans? Eh bien, de nouvelles variations génétiques apparaissent constamment. Si une mutation s'avère défavorable pour l'individu, il survit moins bien et la variation disparaît avec lui. Elle n'est pas transmise. A l'inverse, si la variation apporte un avantage, elle est transmise aux générations suivantes et continue son chemin. C'est un trait gagnant qui va se multiplier à la base de l'arbre. Ce filtre impitoyable porte un nom très célèbre, la sélection naturelle. C'est le tri naturel des individus selon leur capacité à survivre et, surtout, à se reproduire dans un environnement spécifique. Posséder la bonne mutation au bon endroit et au bon moment offre un avantage reproductif décisif. Et avec le temps, l'accumulation de ces petites variations avantageuses aboutit carrément à la création d'une espèce entièrement nouvelle. À grande échelle, l'interaction avec l'histoire de notre planète est implacable. Quand des événements géologiques majeurs frappent, comme un volcanisme intense ou une grosse chute de météorites, les conditions de vie changent drastiquement. Et face à ça, la sélection naturelle est binaire. Une espèce ne décide pas de s'adapter par la force de la volonté. Soit elle possède déjà en stock les bonnes mutations génétiques pour survivre au nouveau climat, soit elle ne les a pas, elle n'est pas adaptée et c'est l'extinction inévitable. Ce qui mène à notre quatrième et dernière partie, notre arbre de famille.
Il est temps d'appliquer tous ces mécanismes directement à nous-mêmes, à la lignée humaine. Ça va permettre de balayer quelques mythes qui ont la vie dure. D'abord, un chiffre qui claque absolument, 99%. L'homme partage 99% de ses gènes avec le chimpanzé. C'est énorme. C'est la preuve génétique incontestable d'une relation évolutive extrêmement étroite. Mais attention à la manière dont on interprète cette proximité. Pour bien comprendre, on utilise un outil redoutable, l'arbre phylogénétique, ou l'arbre de parenté. Chaque point d'intersection représente un ancêtre commun. Et en suivant ces branches, on tord le cou à une idée reçue massive. Non, l'homme ne descend pas du singe ou du chimpanzé. C'est faux. Le chimpanzé est situé sur une branche parallèle. C'est notre cousin. Si on remonte la ligne jusqu'au point de croisement, on trouve un ancêtre commun qui appartient, lui, au groupe des australopithèques. C'est la famille de la célèbre Lucie. L'australopithèque est donc bien notre ancêtre, alors que le chimpanzé reste simplement un cousin très proche. Bien sûr, même si on fait partie de la grande famille des primates, l'homme moderne a développé des spécificités au fil de l'évolution de sa propre branche. Les deux caractéristiques majeures qui nous distinguent vraiment de nos cousins aujourd'hui, c'est la bipédie permanente, le fait de marcher tout le temps sur deux jambes, et la maîtrise du langage articulé. C'est la signature de la branche humaine. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Puisque notre ADN continue de muter et que notre environnement ne cesse de se transformer, la sélection naturelle poursuit son œuvre en silence. L'évolution est un processus continu qui ne s'est jamais mis sur pause, ce qui laisse en suspens une interrogation assez vertigineuse pour clore ce décryptage. Quelles seront les toutes prochaines branches à pousser sur notre arbre de parenté dans les millénaires à venir? Voilà une perspective fascinante à garder en tête.